Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nous allons parler du couple et nous allons tenter de faire la synthèse de tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet, c'est-à-dire de la manière dont le couple se forme, dont il fonctionne, sa finalité et la manière dont il prend fin. Couple, vie de couple, mort du couple. Je vais vous transmettre tout ce que j'en ai compris afin de vous faire gagner un temps considérable. Certains éléments de cette synthèse sont universels, c'est-à-dire qu'ils sont valables en tout temps et en tout lieu. D'autres sont conjoncturels, c'est-à-dire qu'ils concernent les circonstances actuelles. Le couple en France au XXIe siècle. Cette synthèse concerne aussi bien les hommes que les femmes. Commençons par le commencement. Un couple se dit de deux personnes qui s'unissent par amour ou par raison dans le but de fonder un foyer. Je ne parle pas des amourettes, je ne parle pas des flirts, ou je ne parle pas des unions stériles, de celles que je qualifie de dinettes, des gens qui jouent à la dinette, qui n'ont pas de projet. Un projet de couple cohérent, c'est bâtir un foyer efficient, œuvrer à faire prospérer ce foyer, faire des enfants, élever les enfants, transmettre aux enfants un patrimoine génétique, culturel et financier. La vie maritale est un contrat social. Chacun doit remplir sa part du contrat. Les deux parties ont des obligations l'une envers l'autre. En droit, on appelle ça un contrat synallagmatique. Le foyer est une entreprise dans laquelle chaque conjoint est un associé, c'est-à-dire que chaque conjoint doit faire sa part du travail. La famille nucléaire, c'est-à-dire l'homme, la femme, les enfants, la famille réduite à sa plus simple expression, est une institution. Tout doit donc être mis en œuvre par les époux pour la respecter et la protéger. Dans un contexte de libéralisation du marché relationnel et sexuel, c'est la femme qui choisit son partenaire. C'est une responsabilité écrasante et très récente dans l'histoire de l'humanité. Et cette responsabilité repose entièrement sur les épaules des femmes. Et elles n'en ont globalement pas conscience. C'est une révolution anthropologique dont personne ne semble encore avoir pris la mesure. Les femmes modernes n'ont pas été préparées à assumer ce rôle et elles sont, en la matière, très mal conseillées. Pour choisir un partenaire viable, la femme doit avoir conscience de sa valeur, avoir des exigences raisonnables en rapport avec sa propre valeur. Par exemple, une femme moyenne, une femme 5 sur 10, devra rechercher un homme 6 sur 10 du fait de son hypergamie. Et elle doit également avoir un projet de couple cohérent. Une femme qui recherche un homme pour faire des week-ends, des restos, des soirées Netflix sous la couette, et dont les critères principaux c'est un mec grand ou métis ou barbu, c'est pas une femme qui a un projet de couple cohérent. C'est une femme dysfonctionnelle perdue pour toujours. Le premier critère qui distingue la femme fonctionnelle de la femme dysfonctionnelle, c'est l'aptitude à choisir un partenaire viable. La fonction de la femme dans l'univers, ne lui en déplaise, c'est de sélectionner l'homme qui l'enfantera et qui contribuera à l'éducation des enfants. Tout le reste est parfaitement secondaire. À quelques exceptions près, l'homme ne choisit pas sa partenaire. L'homme se contente de la première femme qui veut bien de lui et qui semble satisfaire à ses exigences minimales. C'est ce qu'on appelle l'hypogamie. L'homme se satisfait de ce que la Providence met sur son chemin. Un couple efficient, c'est un couple dans lequel chacun fait sa part du travail, chacun se demande comment être utile et agréable à l'autre, que ce soit mentalement et physiquement. On essaye d'être gentil avec l'autre et on essaye de se faire beau pour l'autre. Tout le monde se pousse vers le haut. Le bonheur et la réussite des enfants sont les priorités absolues. L'homme tempère sa pulsion de domination. La femme tempère sa pulsion de castration. Les couples dans lesquels l'homme ne tempère pas sa pulsion de domination ou la femme ne tempère pas sa pulsion de castration peuvent être des couples durables, nous allons le voir. Ce ne sont jamais, en revanche, des couples fonctionnels. Ce sont des unions toxiques. Nous allons donc voir les caractéristiques d'une union toxique dans laquelle l'homme ne tempère pas ses pulsions de domination. On parle aujourd'hui de masculinité toxique. Un homme toxique choisit volontairement une femme fragile, à minima fonctionnelle, mais en général avec un QI extrêmement faible, justement pour pouvoir
la dominer et pour pouvoir l'esclavagiser. La femme fragile à faible QI voit en l'homme toxique quelqu'un qui pourra la protéger et la guider. C'est ce que j'appelle l'hypergamie déréglée. Ces critères pour choisir un homme sont dysfonctionnels. Dans un couple où l'homme est toxique, l'homme exerce ce qu'on appelle une tyrannie domestique. Dans l'écrasante majorité des cas, un couple avec un homme toxique est un couple d'insolvable, puisque l'homme est de très faible qualité, il est trop impulsif et il est incapable d'entreprendre ou de s'élever dans l'échelle sociale, du fait de l'alcoolisme, du fait de la fainéantise ou du fait d'un QI faible. Il existe un cas particulier dans lequel la masculinité toxique n'est pas synonyme d'insolvabilité, c'est lorsque l'homme est un psychopathe prosocial. Dans un couple où l'homme est toxique, la femme est dite vampirisée. Elle manque d'énergie vitale. Du fait de ce manque d'énergie vitale, elle commet des manquements dans l'éducation des enfants. Elle a peu d'estime d'elle-même. Elle a souvent des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, ou des addictions diverses, alcoolisme, cannabis, antidépresseurs, anxiolytiques. Elle se dispute fréquemment avec son conjoint. Elle perd le contrôle d'elle-même. Elle est dans l'isolement social et elle est frappée d'un épuisement physique et psychique général. Dans ce type de couple, il y a très fréquemment viol conjugal ou violence physique sur le conjoint et ou les enfants. Mais de toute façon, il y a toujours violence sur les enfants, puisque le fait de se disputer devant les enfants, de se disputer extrêmement violemment devant les enfants, ce qui arrive dans les unions toxiques, eh bien c'est une violence psychologique faite aux enfants. L'union toxique dans laquelle l'homme est toxique engendre des enfants perturbés. Les garçons seront des délinquants ou des fumeurs de cannabis, ou des garçons qui n'arriveront pas à tempérer leur violence, comme leur père, qui décrocheront, qui seront des démissionnaires d'un point de vue scolaire, et ça donnera des filles également dysfonctionnelles, qui seront attirées par les bad boys, ou qui reproduiront le modèle familial, où on pourra aussi observer un décrochage scolaire. On peut dire globalement, de toute façon, que les enfants issus d'unions toxiques ne deviendront pas forcément toxiques et dysfonctionnels à leur tour, bien qu'ils aient plus de chances de le devenir, mais en tout cas, ils auront beaucoup plus de difficultés dans la vie pour s'épanouir et pour s'accomplir. C'est sûr et certain. Parlons maintenant des caractéristiques d'une union toxique dans laquelle la femme ne tempère pas ses pulsions de castration. C'est quelque chose dont on parle peu et que je qualifie symétriquement de féminité toxique. Donc dans une union toxique dans laquelle la femme est toxique, la femme choisit volontairement un homme faible et en dessous de sa valeur pour pouvoir le dominer et pour pouvoir l'esclavagiser. La femme a un trauma en rapport avec les hommes. Soit elle a eu un père faible, soit elle a eu un père absent, soit elle a eu un ex-conjoint toxique, soit elle a été violée ou abusée sexuellement, etc., etc. Cette fois-ci, c'est la femme qui exerce sa tyrannie domestique en imposant à l'homme ses névroses ménagères. Dans un tel couple, l'homme n'est pas vampirisé, bien qu'il le soit quand même un peu, mais il est plutôt infantilisé, c'est-à-dire qu'il devient incapable de prendre la moindre initiative ménagère et la femme devient une sorte de maman de substitution. L'homme est également castré, il n'a plus d'ambition, il n'a plus d'estime de lui-même, il est en surpoids, il est féminisé, il est soumis, sa personnalité est effacé, il y a une absence d'initiative, il y a une absence d'autorité avec les enfants, il va se comporter avec les enfants comme une deuxième maman, il aura une appétence pour les potins, les sarcasmes, ce genre de choses, puisque dépossédé de sa propre violence, il optera pour une stratégie de défense passive, agressive, ce qui fait des hommes très désagréables. Il sera isolé socialement et on pourra observer chez lui un laisser-aller vestimentaire, capillaire et physique. Il va pas prendre soin de lui. Dans ce type d'union, la femme est souvent hystérique puisqu'elle doit tout assumer. Elle a énormément de charge mentale. La charge mentale, il y a une perte de désir pour son partenaire
parce qu'elle méprise son partenaire au fond d'elle, ce qui a tendance à désérotiser son partenaire. Donc il y a une absence de sexe dans le couple, il y a un surinvestissement maternel, il y a une insécurité physique, une grande insécurité physique et émotionnelle de la part de la femme. Du fait de cette insécurité, elle devient infecte et insupportable. C'est les femmes qu'on appelle les mal baisées, c'est-à-dire qu'elles ont une haine irrationnelle envers les hommes, tout en désirant en secret se faire prendre par un vrai macho. De toute façon, les haines irrationnelle, la haine irrationnelle est toujours le marqueur d'un désir sous-jacent refoulé pour l'objet de sa haine. Ces femmes peuvent aller envers leur conjoint jusqu'à la violence physique. Les enfants issus de ces unions dysfonctionnelles, des garçons qui vont être soit castrés, conformistes, fragiles, soit trop gâtés, tyranniques, et les filles seront également dysfonctionnelles. Elles chercheront toute leur vie un papa de substitution ou, comme leur mère, elles mépriseront les hommes. La féminité toxique est moins spectaculaire en apparence que la masculinité toxique, parce qu'elle est plus pernicieuse, elle est plus difficile à prouver également. Elle n'en demeure pas moins tout aussi destructrice pour le conjoint et les enfants. La masculinité toxique est, et c'est une bonne chose, identifiée, dénoncée, condamnée. La féminité toxique est niée, voire encouragée. Il y a davantage d'unions toxiques que d'unions saines. Un homme castré ne quitte pas sa femme, ou rarement. Une femme dominée ne quitte pas son conjoint, ou rarement. Ce qui signifie que la stratégie du couple toxique fonctionne sur le long terme. Et c'est pour cela qu'elle est si courante. Si la stratégie du couple toxique fonctionne, c'est que l'accouplement est une opération alchimique qui consiste à fusionner deux individualités humaines disparates, complexes, l'humain est infiniment complexe, et de ces deux individualités, en faire une unité symbiotique. C'est le mythe de l'androgyne primordial. Or, il est plus facile de parvenir à une unité symbiotique en dévorant l'autre. Le vampirisme est plus facile à mettre en œuvre que la recherche de l'harmonie. Et c'est pourquoi, je le répète, les unions toxiques sont plus nombreuses que les unions harmonieuses. Les conjoints dominés ou castrés sont plus fidèles que les autres, parce que la femme a peur de tromper, elle a peur de la réaction de son mari, de la réaction violente de son époux, et l'homme castré ne suscite plus de désir sexuel auprès de la jante féminine, et il a une libido en berne. Néanmoins, dans les unions toxiques, il y aura adultère chaque fois que l'occasion se présentera. Une femme qui a été définitivement dominée par un homme toxique, ou un homme qui aura été définitivement castré par une femme toxique, sont des êtres cassés, donc dysfonctionnels, qui n'auront plus jamais aucune valeur sur le marché relationnel. Pourquoi ? Parce que les couilles, ça ne repousse pas, et l'estime de soi, ça ne repousse pas davantage. Les femmes adorent les hommes toxiques. Je n'ai jamais vu un homme toxique célibataire. D'ailleurs, interrogez-les, tous leurs ex-conjoints sont des pervers narcissiques. C'est bien qu'elles vont les chercher elles-mêmes. Les serial killers reçoivent des demandes en mariage, en prison. C'est ce qu'on appelle l'hybristophilie. À l'inverse, une femme identifiée comme dysfonctionnelle n'intéresse pas les hommes dans le cadre d'une relation à long terme. Lorsqu'une union toxique perdure plusieurs années, il n'y a plus ni victime ni bourreau, mais seulement des complices. C'est une union interpersonnelle toxique. Dans ces cas-là, vous ne prenez pas parti et lorsque cela est possible, vous coupez les ponts. La séparation est son lot de malheurs, c'est-à-dire le célibat prolongé, la monoparentalité, la famille recomposée. La famille recomposée, c'est d'abord et avant tout une famille décomposée. Eh bien, la séparation est toujours préférable à une union toxique. Une union saine obéit aux caractéristiques suivantes. Elle est composée de deux adultes responsables, autonomes et fonctionnels. Chacune des composantes du couple est d'une valeur quasi équivalente. C'est le principe de l'homogamie. Un couple homogame est constitué de deux individus dont on dit d'eux qu'ils vont bien ensemble, qu'ils sont bien assortis. Dans une union saine, aucun partenaire n'est le psychologue de l'autre. Aucun partenaire n'est le
punching ball physique et émotionnel de l'autre. Aucun partenaire ne cherche à écraser ou brider l'autre. Aucun partenaire n'est le mentor de l'autre. Chaque partenaire œuvre à la réussite et à l'épanouissement de l'autre. La communication au sein d'une union saine est fluide et intuitive. Un couple qui doit tout verbaliser en permanence, c'est un couple qui a des désaccords sur tout, qui doit donc tout formaliser et qui a donc un problème de compréhension mutuelle ou de compatibilité. Et donc ce couple est voué à l'échec. Une union doit être rompue dans les cas suivants. Manque de respect. Qu'est-ce que le manque de respect ? C'est la méchanceté gratuite, les propos humiliants, la mauvaise foi. Je peux vous l'assurer, une fois parti, le respect ne revient jamais. Comme je l'ai dit, surcommunication et absence de compréhension mutuelle. C'est trop épuisant. Vous ne parviendrez pas à fonctionner de cette manière. La particularité d'une union saine, c'est que c'est une union dans laquelle on est capable de surmonter les épreuves de la vie. Lorsque vous constatez que votre conjoint refuse de pardonner ou refuse de surmonter les difficultés, qu'elle traîne la patte, qu'elle n'y met pas de la bonne volonté, c'est terminé. Lorsque vous constatez une absence de reconnaissance et de gratitude, c'est terminé. Lorsque vous constatez chez votre conjoint l'absence de discernement, une absence de discernement ou une absence de capacité d'introspection, c'est terminé. Lorsque l'un des partenaires est malade et que l'autre ne lui prodigue pas spontanément les soins nécessaires ou ne lui apporte pas la compassion dont il a besoin. C'est que l'amour est mort, hein, l'amour est complètement mort. Lorsque vous constatez chez l'un des partenaires un laisser-aller impardonnable, surpoids, manque d'hygiène, addiction, remarques incroyablement stupides, etc., etc., c'est terminé. Ou lorsque vous constatez qu'il existe entre vous une incompatibilité de caractère et d'opinion trop manifeste, lorsque vos caractères et vos opinions sont trop inconciliables, et ben c'est terminé. Ce que je vais dire ne va pas plaire, mais la destruction de la cellule familiale, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, est toujours de la faute de la femme. Car soit elle a choisi un homme incapable, et c'est de sa faute, puisque c'est elle qui l'a choisi, donc elle est dysfonctionnelle. Soit elle a choisi un homme valable, mais elle l'a tellement fait chier qu'il est parti, donc c'est de sa faute aussi à elle, ça démontre qu'elle est dysfonctionnelle. Soit elle a choisi un homme valable, et elle l'a quitté pour de mauvaises raisons, et c'est donc encore une fois de sa faute, et c'est donc encore une fois la preuve qu'elle est dysfonctionnelle. Le seul cas dans lequel une femme séparée est possiblement une femme fonctionnelle, c'est lorsqu'elle est veuve, si tant est que ça n'est pas elle qui a tué son conjoint. Cette responsabilité exclusive de la femme découle du fait de la libéralisation du marché sexuel et relationnel. Liberté égale responsabilité. La responsabilité est le corollaire de la liberté. Avant de vous engager avec qui que ce soit, vous devez tester la fonctionnalité et la loyauté de votre partenaire. Un moyen efficace de tester la loyauté et la fonctionnalité de votre partenaire, c'est de provoquer artificiellement une situation contraignante. Par exemple, partager une activité qui demande de la rigueur et du contrôle de soi, type camping sauvage, plaisance en bateau, randonnée exigeante, voilà, il y a des tas de possibilités. Eh bien, le partenaire incapable de prendre sur lui, incapable d'accepter la contrainte et la contradiction, le partenaire qui invente des problèmes insolubles au lieu de résoudre les problèmes existants, le partenaire qui, dans de telles circonstances, ramène tout à lui, se plaint exagérément, crie, eh bien, c'est un partenaire dysfonctionnel. Vous ne pourrez pas élever correctement des enfants et surmonter les épreuves de la vie avec un boulet. Et n'oubliez pas, un être dysfonctionnel restera toujours un être dysfonctionnel. Ce que la femme ne parvient pas à pardonner à l'homme, c'est l'infidélité ponctuelle, alors même que toute la programmation génétique de l'homme l'y encourage. L'infidélité ponctuelle, occasionnelle, est exagérément dramatisée par les femmes. Ce que l'homme ne parvient pas à pardonner à la femme, c'est l'amour conditionnel, alors même que toute la programmation génétique de la femme l'y encourage. Une femme, même fonctionnelle, ne soutiendra pas
éternellement un homme en difficulté. Une femme qui ne trouve pas de conjoint ou qui ne parvient pas à fidéliser un homme valable est responsable car soit son hypergamie est dérégulée, c'est-à-dire qu'elle n'envisage que des hommes trop supérieurs à elle pour que ces derniers acceptent de s'engager. Certes, l'homme est hypogame par nature, il se contente d'une femme qui lui est inférieure dans tous les domaines, mais son hypogamie a des limites. Il y a toujours un niveau en deçà duquel il ne consent pas à descendre. Soit c'est une femme trop ostensiblement dysfonctionnelle, que les hommes fuient d'instinct, soit qu'elle est caractérielle, surémotive, feignante, colérique, boudeuse, de mauvaise foi, inconstante, capricieuse, instable, troubles psy, alcoolisme, addictions diverses, ou alors c'est une femme qui fait des choix catastrophiques dans le domaine sentimental, ce qui correspond à un dérèglement de l'hypergamie. L'hypergamie aujourd'hui elle est à la fois dérégulée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de limites, mais elle est également déréglée, c'est-à-dire que le choix de la femme sera fondé sur des critères non pertinents et qu'elle va en permanence tomber sur des bad boys, des toxicomanes, des hommes immatures ou insolvables, des poètes maudits, c'est-à-dire des hommes, eux aussi, dysfonctionnels. Si la femme ne trouve pas de conjoint aujourd'hui, c'est également qu'elle ne prend pas soin d'elle. Surpoids, manque d'hygiène, mauvaise manière. Ou bien encore, elle est très laide, ce qui, je vous l'accorde, peut ne pas être de sa faute. Mais je signale qu'aujourd'hui, le marché relationnel est tellement déséquilibré en faveur des femmes que même les femmes les plus laides peuvent trouver des conjoints qualitatifs. Une femme qui ne trouve pas de conjoint aujourd'hui, c'est peut-être également une femme qui n'est fondamentalement pas faite pour le couple ou pour la maternité, parce que c'est une prostituée, parce que c'est une courtisane, parce que c'est une aventurière, parce que c'est une executive woman, et que pour ce type de femme, rester à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, c'est synonyme d'aliénation, de soumission et de malheur. Ces femmes non maternelles, elles ont une énorme valeur sur le marché sexuel, mais elles n'ont aucune valeur sur le marché relationnel. Ce sont des femmes, il en a toujours existé des femmes comme ça, et il n'y a aucun problème. Ce sont des femmes qui sont très agréables à fréquenter, qui peuvent être hyper intéressantes, mais on bâtit pas un foyer avec, quoi. Voilà, c'est tout. Une femme saine, fonctionnelle, consciente de sa valeur, avec un projet de couple cohérent, une telle femme trouve un mec valable en 15 minutes. Il existe, je le concède, quelques surfemmes qui vont avoir donc des critères de sélection très élevés. Ces femmes-là, elles peuvent se trouver un homme valable en une semaine. Une femme qui ne trouve pas de conjoint fonctionnel aujourd'hui en France, en 2024, c'est très mauvais signe. Très, très mauvais signe. Quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui le couple est en crise ? Eh bien parce que l'hypergamie féminine est dérégulée par les applications de rencontres et les réseaux sociaux. Les femmes ne s'intéressent plus qu'au top 10% des hommes selon des critères très superficiels et inefficients. C'est tout ce dont j'ai parlé au sujet de l'hypergamie dérégulée, c'est-à-dire qu'elles tapent trop haut, ou de l'hypergamie déréglée, c'est-à-dire qu'elles ont des critères inefficients. Une autre raison, c'est que l'homme moyen, de toute façon c'est symétriquement, l'un est la conséquence de l'autre, l'homme moyen n'a plus le choix qu'entre des femmes dysfonctionnelles ou des femmes qui sont trop en dessous de sa valeur. Et un homme en présence d'une femme trop en dessous de sa valeur, il ne s'investira pas. Et chez cet homme moyen, les tentatives d'accouplement répétées et avortées avec des femmes dysfonctionnelles sont génératrices de ressentiment et de frustration. C'est ça qu'engendre le masculinisme, c'est ça qu'engendre le fondamentalisme religieux, c'est ça aussi qui engendre l'extrémisme politique. Les coups d'un soir avec des femmes qui leur sont très inférieures sont générateurs de techniques de séduction perverses et insincères. Les Américains appellent ça les pick-up artistes. Et la multiplication de ce type de partenaires va engendrer une sexualité lubrique, parce que ces hommes-là vont avoir des relations sexuelles répétées avec des femmes qu'ils ne respectent pas fondamentalement. Des femmes qu'ils n'aiment pas, des femmes qu'ils ne considèrent pas, des femmes dont ils n'ont rien à foutre en fait. Et donc le jeu malsain qui va se mettre en œuvre, c'est de les manipuler pour les faire céder et pour ensuite ne plus leur donner de nouvelles, ou vivre avec elles des ersatz d'aventures très insatisfaisantes.
pour l'un comme pour l'autre. Donc ça rend les hommes lubriques et pervers, et symétriquement, ça engendre des traumas et des paraphilies, tant chez les hommes que chez les femmes. Des traumas, des paraphilies, mais aussi de l'épuisement émotionnel. Quand on enchaîne les aventures sans lendemain avec des partenaires qui ne nous considèrent pas ou des partenaires qui ne nous plaisent pas, bon, bah, c'est pas épanouissant et ça nous fatigue émotionnellement. Après, on n'a plus le courage de jouer au jeu de la séduction et de l'amour. Quand on en a marre, quoi, tu vois, les gonzesses en ont marre, les mecs en ont marre. Et c'est normal. Une autre raison pour laquelle le couple est en crise, c'est qu'on assiste à la multiplication des unions stériles, c'est-à-dire des unions dans lesquelles il n'y a aucun projet de couple et qui parfois peuvent se prolonger plusieurs années. Ces unions épuisent émotionnellement et physiquement les partenaires. C'est ce que j'ai appelé en début de vidéo la dinette. Il faut également constater que l'homme en dessous de la moyenne n'a désormais plus accès aux femmes. C'est ça qui est à l'origine du mouvement incel. Autre raison pour laquelle le couple est en crise, c'est la surorganisation du monde. La surorganisation du monde produit un matériel humain dégradé, incapable d'assumer l'institution sociale du couple, qui est exigeante et qui est rigoureuse. Autre raison pour laquelle le couple est en crise, c'est que la dysfonctionnalité des femmes est organisée. Il y a un climat global de dénigrement de la vie conjugale, de dénigrement de l'homme normal, de dénigrement de la parentalité, qui va créer une inaptitude à l'attachement, un encouragement à l'accouplement avec des hommes dysfonctionnels, une surestimation qu'ont les femmes de leur valeur sur le marché relationnel et une diabolisation du statut de mère au foyer. On a appris aux femmes aujourd'hui qu'être mère au foyer était une activité dégradante, humiliante et peu épanouissante. La proportion de femmes dysfonctionnelles augmente de manière exponentielle et mécaniquement, la proportion d'hommes frustrés et aigris augmente de manière exponentielle. Les hommes moyens, en réaction à tous les phénomènes qu'on vient de citer, tentent en vain de correspondre aux critères hypergamiques et inefficients des femmes. Et pour ce faire, ils font de la musculation, ils font de la prédation économique, ils font du développement personnel, ils pratiquent un excès de coquetterie vestimentaire, ils développent des comportements toxiques, ils font semblant d'être des bad boys, ils appliquent des méthodes de pick-up artist, c'est-à-dire des méthodes de drague, des méthodes de manipulation mentale. Ils simulent le féminisme, ils font croire qu'ils sont féministes alors qu'ils ne le sont pas. Et tout ça, toutes ces techniques foireuses pour essayer de séduire les femmes actuelles, rend la plupart des hommes insupportables et ridicules. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur formation du couple, vie de couple, mort du couple. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez mes vidéos, il y a plein de vidéos inédites que je ne pourrais pas montrer en public, qui sont les plus subversives, les plus politiques, les plus sexuelles, ou alors les plus intéressantes et que j'ai pas envie de partager ça au tout venant, parce qu'il ne faut pas donner de la confiture au cochon. Donc si vous voulez accéder à tous ces contenus, vous allez sur mon Patreon et vous contribuez à hauteur de 7 €, vous aurez accès à tout. Le lien est disponible en descriptif de la vidéo. Si vous contribuez seulement à hauteur de 3 €, vous avez accès à tous les lives privés que je fais la plupart du temps avec Pierre-Yves Lenoble et qui est un espace de liberté comme vous n'en verrez nulle part ailleurs sur tout l'internet français. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble qui s'appelle Aphorismes et pensées. C'est toutes nos punchlines depuis qu'on a commencé à faire du contenu sur internet, et que j'ai également préfacé L'art d'aimer d'Ovide aux éditions Pangolin. Tous les liens utiles sont en descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.